La matinale RCF, le grand invité. L'inflation a atteint un niveau inédit depuis presque 40 ans, plus 5,2% sur un an. Dans le même temps, les taux d'intérêt des banques ont considérablement augmenté. Alors à la fin, pour les particuliers, la facture est salée, les files d'attente s'allongent devant les lieux de solidarité. Du côté des entreprises, la situation est tout aussi morose. Après avoir été sous perfusion de l'État pendant la crise Covid, certaines ne résistent pas à la hausse considérable de leurs coûts, notamment le prix de l'énergie. Alors l'année 2023 sera-t-elle une annus horribilis pour notre porte-monnaie ? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Anno Kouanatan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, docteur en économie de l'université Paris-Dauphine. Je parlais de l'inflation, elle est de plus 5,2% pour les prix en général, mais pour l'énergie en particulier, c'est plus 23,1% selon l'INSEE. La cause racine de cette augmentation de toutes parts des prix, c'est l'énergie ? Alors non, les causes, elles sont véritablement multiples. Ce qui caractérise l'inflation en France et en Europe plus largement, c'est effectivement cette forte hausse des prix de l'énergie, conséquence directe du conflit en Ukraine. En revanche, pour ce qui concerne l'ensemble des autres produits, ça va être des facteurs variés et notamment liés davantage à la reprise post-Covid, c'est-à-dire que vous avez eu, après le Covid, des chaînes de valeur mondiales qui ont été un petit peu perturbées, dérégulées, va-t-on dire, et la reprise a été très forte. Chaîne de valeur mondiale, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi? Effectivement, on entend parler de chaîne logistique, chaîne de valeur. Concrètement, c'est quoi? Si vous voulez, quand on parle de chaîne de valeur globale, c'est, si je prends un produit courant, je ne sais pas, votre smartphone par exemple, dedans, il y a des composants électroniques qui sont fabriqués à Taïwan, qui eux-mêmes ont nécessité du silicone qui a peut-être été fabriqué ailleurs. L'écran, c'est du verre qui est peut-être fabriqué en Chine. Les métaux, si je parle de cuivre par exemple, les principaux pays producteurs, ce sont le Pérou, le Chili. Et donc en fait, vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers d'acteurs qui sont amenés à intervenir à travers le monde pour vous fabriquer un seul bien. Ensuite, ce bien, il doit être acheminé. Là encore, vous avez un problème de gestion des flux. Et post-Covid, en fait, vous avez eu un boom de la demande mondiale, particulièrement prononcé aux États-Unis, mais c'était également le cas en Europe. Et donc, si vous vouliez, par exemple, être livré rapidement, il fallait payer plus cher. Et des acheteurs étaient prêts à payer plus cher, des entreprises étaient prêtes à payer plus cher. Début 2022, on avait beaucoup parlé notamment des prix du transport qui avaient explosé. C'est tout simplement parce que, combiné à la hausse des prix de l'énergie et le fait que les gens voulaient consommer, que les entreprises ne voulaient pas rater des ventes et conserver des parts de marché ou être agressifs, tout ça a fait que sur un certain nombre de produits, on a vu des hausses de prix importantes. À l'époque, les gens voulaient consommer, on voit bien ici et là qu'aujourd'hui c'est plus le cas puisque les gens n'ont plus les moyens ou sont inquiets sur le futur et l'économie c'est aussi la projection des inquiétudes futures. Alors concrètement, qu'est-ce que va donner 2023? Comment va se passer? Comment les économistes prévoient cette année et à l'aube de cette année, on voit tous les critères et facteurs négatifs possibles? Alors, concernant l'année 2023, de toute façon, si vous voulez... il y a des gens qui disent qu'il va y avoir une petite récession, il y a des gens qui disent que non, ça va aller, on va s'en tirer. Peut-être récession, expliquer, parce que c'est vrai que c'est un thème qui est pas forcément... Une récession, c'est... on mesure l'activité économique par ce qu'on appelle le PIB, et donc une récession, c'est une contraction de cet indicateur, qui est un indicateur parmi tant d'autres. Vous pouvez avoir des chiffres de PIB qui vont très bien, et pour autant, vous, en tant qu'individu, ne pas avoir une très bonne année en termes de revenus, etc. Donc, gardons bien en tête qu'il s'agit d'un agrégat macroéconomique. Et donc pour 2023, certains anticipent une baisse ou un retrait de ce PIB? Exactement, et d'autres anticipent soit une stagnation, soit une très faible hausse. Ce qui est certain, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand la croissance est inférieure à 1,5, on n'arrive pas à créer plus d'emplois, on n'arrive pas à retirer des gens du chômage. Donc vous voyez, pour moi, qu'on dise moins 0,5 ou plus 0,2, au final, ça reste une année pas terrible en termes d'activité économique. Parce que justement, là, on parle effectivement de façon globale, mais en termes d'inégalités aussi, on a l'impression que ces inégalités, elles s'accroissent. Ça, est-ce que les économistes aussi le mesurent et comment est-ce qu'on arrive à voir ces inégalités qui peut-être se creusent? Alors, on le mesure, bien entendu, c'est quelque chose qui est observé.
Il y a tout un nombre d'indicateurs qu'on peut regarder pour ça. Vous avez simplement les écarts de revenus entre les plus hauts salaires, les plus bas salaires. Vous avez également toutes les indications qui nous remontent du terrain, c'est-à-dire le milieu associatif en général lance aussi des sonnettes d'alarme pour dire il y a X milliers de personnes qui font la queue pour une soupe populaire ou au resto du cœur. Donc vraiment, il y a aussi ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de nos compatriotes qui sont en difficulté, notamment, vous avez parlé des prix de l'énergie. Donc même si il y a un bouclier et quelques protections qui sont mises en place par l'État, c'est pas toujours facile pour certains de nos compatriotes de se chauffer, de se déplacer. Et d'ailleurs, votre livre s'appelle Les nouveaux pauvres. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle pauvreté qui est en train d'émerger? Alors en fait, ce que je souligne dans l'ouvrage, c'est pas forcément une vision à court terme. C'est véritablement de faire prendre conscience au lecteur que 2022 pourrait avoir été une répétition générale de ce qui pourrait être amené à se reproduire régulièrement dans les années à venir, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs structurels qui font que on ait plus d'inflation et également une vie chère pour l'ensemble des citoyens et consommateurs. Est-ce à dire qu'il faut maintenant s'habituer à avoir une inflation très forte et avoir une hausse des prix permanente? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut s'habituer, mais ça veut dire qu'il faut en comprendre les enjeux et les causes racines en fait de cette inflation. Par exemple, je souligne le fait que nous avons aujourd'hui une problématique de partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des profits. Globalement, en fait, quand il y a de l'inflation, si les salaires augmentent proportionnellement, il n'y a pas de problème. En revanche, si il y a de l'inflation et que les salaires ne suivent pas, forcément, les gens se retrouvent avec moins de pouvoir d'achat et donc un sentiment de paupérisation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on peut collectivement avoir une action Ce qui est par le cas la politique. aujourd'hui, on a l'impression aujourd'hui que les salaires vont moins vite que l'inflation. Ah, c'est absolument le cas. C'est-à-dire les données nous le confirment. Les salaires en 2022, les salaires d'un point de vue global, encore une fois, il se peut qu'il y ait des individus qui s'en sortent mieux, mais globalement, les salaires ne suivront pas l'inflation en 2022. Et en 2023, on peut espérer gagner plus? Et en 2023, ça me paraît également compliqué, dans le sens où, comme vous l'avez mentionné, le contexte ne va pas être extraordinaire, donc les entreprises ne vont pas forcément gagner beaucoup plus en termes de profit en 2023. Est-ce que dans une année où on n'a pas une forte croissance des profits, on va donner un coup de pouce aux salariés? C'est quelque chose qui peut être questionnable. On a assisté pendant quelques années, là, pendant 3 ans, à un interventionnisme assez important de l'État. Est-ce qu'on vit quelque part aujourd'hui ce contre-coup aussi de ce quoi qu'il en coûte? Alors, il y a eu effectivement un interventionnisme très fort durant le Covid. Le véritable problème, c'est que ça a été fait sans vision de long terme, sans vision stratégique. On le voit aujourd'hui notamment sur la crise de l'énergie. La réponse est la même. Faire une remise à la pompe, c'est quelque chose qui peut calmer un petit peu la population et qui peut mettre un couvercle sur la cocotte sociale, mais en réalité, vous faites une subvention qui est indifférenciée, c'est-à-dire tout le monde en profite, et d'ailleurs, elle a profité davantage aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus pauvres, et surtout vous ne résolvez pas la problématique de l'approvisionnement en énergie et de la problématique de consommation, c'est-à-dire est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir cet argent pour permettre aux gens de rénover leur logement afin de consommer moins d'énergie, par exemple? C'est des questions qu'il est légitime de se poser. Vous êtes bien à l'écoute de RCF. Nous sommes avec Anno Kouanatan, économiste et docteur de l'université Paris-Dauphine, pour évoquer justement ces sujets d'inflation. Je pense aussi aux entreprises. Certaines entreprises comme Duralex, par exemple, ont décidé de ne plus produire, considérant qu'elles perdaient trop d'argent à produire, à travailler. Elles ont préféré mettre tout le monde au chômage partiel plutôt que de produire. Comment c'est possible ? En fait, jusqu'en 2022, on vivait dans un monde où l'énergie était abondante et pas chère. Et avec le conflit en Ukraine, on se rend compte que l'énergie, en fait, ça reste une ressource limitée et
qui dit ressources limitées dit forcément des prix qui augmentent. Et pour certaines entreprises qui sont très énergivores, eh bien forcément l'addition commence à être salée et parfois ça devient au point où c'est plus rentable. Vous avez mentionné une entreprise, il y en a d'autres. Il y a d'autres industries sur lesquelles on y pense un petit peu moins, mais par exemple la pâte à papier, c'est quelque chose de très énergivore. Donc si vous constatez des hausses de prix sur le papier toilette, le papier hygiénique, voilà, vous saurez d'où ça vient. Ce sera à cause de cette guerre en Ukraine. D'ailleurs, vous citez comme cause racine la guerre en Ukraine. On a l'impression qu'il y a un petit débat parmi les économistes. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine ou c'est plus globalement les approvisionnements logistiques dont on parlait tout à l'heure qui est la cause de cette inflation? Vous dites qu'il y a un peu des deux. Exactement. Aujourd'hui, je pense que d'un point de vue européen, en tout cas, c'est véritablement la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui nous a menés dans cette situation. Pour vous donner un ordre de grandeur, mais en Europe, la moitié de l'inflation s'explique par les prix de l'énergie. Vous voyez que c'est quand même, ça reste quand même relativement conséquent. L'énergie qui est très liée à la transition écologique et justement cette transition verte, comment va-t-on la financer alors qu'aujourd'hui tous les regards sont tournés vers l'inflation? On essaye de compenser, de mettre en place des mécanismes pour aider les personnes les plus en difficulté, mais ça c'est de l'argent qu'on n'investit pas pour la transition verte. Absolument, la problématique de la transition énergétique est forte. Je le souligne dans l'ouvrage d'ailleurs que, en fait, d'un point de vue de nos portefeuilles et de la dynamique des prix, le climat va nous coûter cher. C'est-à-dire que si on ne fait rien, il va y avoir des problématiques puisque vous aurez je sais pas, des rendements agricoles qui vont baisser, des terres qui vont être inondées, des accidents et des catastrophes à répétition. Donc tout ça va coûter cher à l'ensemble de nos concitoyens. Et vous avez aussi le prix que nous payons actuellement, c'est celui de ne pas aller assez vite. C'est-à-dire que lorsque vous avez le prix du pétrole qui explose, c'est aussi lié au fait que les entreprises pétrolières et gazières ne vont pas investir dans l'exploration, ne vont pas mettre sur le marché, entre guillemets, plus de pétrole et de gaz. Mais on leur a dit qu'on voulait faire la transition énergétique. Donc pour elles sont en bonne position pour dire nous, on ne va pas investir pour chercher du pétrole alors que le monde n'en veut plus. Sauf que le monde ne va pas assez vite pour s'affranchir du pétrole. Ce sont les entreprises ou le monde qui va pas assez vite ? On peut débattre collectivement de où est la responsabilité. Je pense qu'elle doit quand même commencer au niveau politique parce que sans volonté politique, on ne peut pas inciter l'ensemble de la société à bouger. Peut-être un dernier sujet, on en parlait dans le dossier de la rédaction, ChatGPT, une intelligence artificielle qui va révolutionner le travail. On entendait notamment un expert ce matin dans la matinale qui disait que peut-être demain, il y aurait besoin de moins travailler puisque les machines travailleront à notre place et que désormais il fallait s'habituer peut-être à un monde où il y aurait moins de travail, mais du travail plus productif grâce aux machines. L'économiste que vous êtes, comment est-ce qu'il voit l'apparition de ces nouveaux modes de production ? Alors sur l'impact de ce type de technologie, il est très incertain aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on peut dire on va gagner en productivité et on va pouvoir travailler moins. La problématique, si vous revenez encore une fois au partage de la valeur ajoutée, c'est du coup dans des entreprises où vous avez déjà le capital qui prend de plus en plus de place dans le partage de la valeur comparé au travail, vous êtes en train de rajouter un nouveau facteur capital en fait. Vous êtes en train de dire, on va encore faire plus, on va encore produire plus et on va encore donner davantage de place à un facteur capital versus un facteur travail. Donc pour moi, potentiellement, c'est aussi quelque chose qui peut jouer en défaveur des salariés puisque les actionnaires, les personnes qui auront créé ou acquis ce type de logiciel et d'outils pourront dire, en fait, c'est grâce à moi qu'on produit davantage. Donc, il est normal que je récupère encore une part plus importante du gâteau. Il y aura un sujet d'égalité des ressources. Exactement. Le partage des revenus, en fait, pour moi, ce genre d'outil va exacerber le débat au niveau du partage de la valeur parce qu'on remet une pièce dans le jukebox, on rajoute un facteur technologique et capitalistique dans la création de valeur. Merci beaucoup Anouk Ouanatane d'être passé par la matinale RCF ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes auteur des Nouveaux Pauvres, un livre aux éditions du Cerf sur l'inflation. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.